Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, j'ai grand plaisir à vous retrouver et à vous présenter aujourd'hui, 3 juillet 2007, le 19e numéro d'Entre nous soit dit. Entre nous soit dit qui a le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Charles Pasqua, monsieur le ministre. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, car nous sommes en milieu d'après-midi et vous arrivez tout droit du Sénat où vous avez entendu la déclaration de politique générale du Premier ministre prononcée par M. Borloo. Absolument. Alors, vos premiers commentaires, on peut dire que c'est vraiment à chaud. Bon, c'est une déclaration qui englobe tous les sujets traités par le président de la République au cours de sa campagne présidentielle et aussi depuis qu'il a été élu. Et donc, il y a un certain nombre d'objectifs. L'objectif essentiel, c'est de renouer, comme le dit François Fillon, le pacte à la fois culturel, économique et social avec la société française, qui a bien besoin de se mettre un peu à l'heure. C'est vrai que dans beaucoup de domaines, il y a du retard, il y a donc beaucoup de choses à faire. Donc on ouvre énormément de chantiers. Alors, précisément, l'occasion de votre visite, c'est la parution de votre ouvrage, Ce que je sais, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Et évidemment, c'est un titre très alléchant, monsieur le ministre, ce que je sais, et vous savez beaucoup de choses. Mais nous sommes encore dans l'attente un peu, puisqu'il y a un deuxième tome qui viendra, puisque celui-ci concerne, ce sont, peut-on dire, vos mémoires, concerne donc la période 74-88, c'est-à-dire la période qui va du décès du président Pompidou à la deuxième tentative infructueuse de Jacques Chirac de se faire élire. Alors, cet ouvrage est passionnant à beaucoup d'égards. D'abord parce que, contrairement à ce que certains journalistes ont pu écrire, votre objectif n'était pas d'essayer de dévoiler quelques secrets plus ou moins éventés d'ailleurs, car les vrais secrets vous les gardez, il va de soi, mais d'apporter sur cette période un regard que je qualifierais d'historique. Parce que finalement, ce que vous avez écrit, c'est pour l'histoire. Ça n'est pas destiné à nourrir les feuilles plus ou moins confidentielles. Alors, j'ai été très frappé précisément par plusieurs passages de ce livre, et c'est justement cette déclaration de politique générale qui m'y fait penser. Je vais en donner la lecture très brève à nos téléspectateurs, et ils vont voir que c'est absolument fascinant. Tout d'abord, vous écrivez à la page 73, à propos de Jacques Chirac, « Peut-être nous étions-nous aveuglés en parant celui que nous avions pressenti comme champion des idées gaullistes de qualité qu'il n'avait pas. Peut-être aussi avions-nous été abusés tant sa capacité à faire entendre à chacun ce qu'il souhaitait entendre était grande. Peut-être enfin étions-nous lassés de ces trucs et de ces ficelles, d'être obligés de devoir consacrer du temps à rattraper des situations dans lesquelles quelqu'un dont l'ambition est de diriger la France ne se met pas. On n'est pas plus gracieux. » Alors, autre passage très très intéressant, car je dis un petit peu en riant, en gracieux, mais en réalité c'est un jugement très important et très, très profond. Et là, à la page 81, vous dites, lorsque Jacques Chirac s'apprête à être candidat, annonce sa candidature en 1980 pour l'élection de 81, non, notre candidat n'était pas prêt, lorsqu'il prétendait, après avoir voulu incarner le travaillisme à la française, être le chantre de la libération économique réganienne. Plus tard encore, il dénoncerait la fracture sociale et finirait cette course éperdue d'un bord à l'autre du spectre des idées politiques, en rempart contre l'extrémisme et l'intolérance. Son deuxième mandat présidentiel achevé, il resterait tout à la fois comme celui qui aurait démantelé la constitution de la Ve République, ce que François Mitterrand n'avait pas osé faire, et comme celui qui aurait fait disparaître le mouvement gaulliste de la scène politique, ce que Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas réussi à faire, mais chaque chose en son temps. Et dernier passage, alors vraiment fascinant, car il y a un lien très direct avec ce que vous avez entendu en direct et nous à la télévision tout à l'heure, c'est la déclaration de Jacques Chirac lorsque, en 1980, il annonce sa candidature. À condition de le vouloir, la France peut, en libérant son économie, assurer du travail à tous et créer la solidarité agissante qui fera d'une collectivité d'individus une vraie communauté d'hommes et de femmes et redonnera l'espoir aux familles de notre pays. À condition de le vouloir, la France peut montrer l'exemple de la vraie démocratie en refusant toute complaisance à ceux qui bafouent la loi par la violence, en exerçant sans faiblesse l'autorité républicaine qui garantit la liberté et la sécurité du citoyen. Et votre commentaire est le suivant. Il est paradoxal de constater que cet appel reste plus que jamais d'actualité. Pourtant, 25 ans se sont écoulés. Jacques Chirac a assuré la conduite des affaires du pays pendant 12 ans. Cruel constat d'échec. Or, ce passage que vous avez repris de cette déclaration de Jacques Chirac, mais j'ai cru
François Fillon l'avait lu, en fait. Bon, il l'a peut-être lu, mais de toute façon, que François Fillon l'ait lu ou qu'il ne l'ait pas lu, ou que Sarkozy l'ait lu ou qu'il ne l'ait pas lu, c'est vrai que ça reste l'actualité. Et ça reste à Parce faire. que les problèmes restent les mêmes, les solutions n'ont pas été apportées, la France a pris du retard dans de nombreux domaines, ce qui lui manque, c'est une grande ambition, ce qui lui manque aussi, c'est quelqu'un qui ce qui lui a manqué, c'est quelqu'un qui entraîne, ce qui lui a manqué aussi, c'est dans un certain nombre de domaines, la volonté d'aller de l'avant et de changer profondément les choses. Alors peut-être allons-nous avoir maintenant cette volonté. Voilà, espérons-le en tout cas. Alors, il y a quand même un point dans les nombreux points qu'a abordé M. Fillon qui m'a un petit peu surpris. Au début, il a commencé par le constat, à savoir nous avons reculé au 16e rang en ce qui concerne le produit par habitant dans l'OCDE. Et puis, à la fin, quand j'ai pris connaissance et conscience des propositions, je me suis demandé si vraiment ces propositions étaient de nature à nous ramener au premier rang ou dans les premiers rangs. Mon sentiment est quand même assez mitigé. Nous verrons bien, je crois qu'il ne faut pas faire de procès d'intention. L'attention, vous savez, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'annonces, il faut que ces annonces soient suivies par l'action. Bon, nous espérons tous que tel sera le cas. Nous verrons bien. Un gouvernement, on ne le juge pas en 15 jours, pas plus qu'un président de la République. Attendons quelques mois pour voir comment les choses s'engagent. Je crois que le président de la République et le Premier ministre aussi ont la volonté, ils ont la foi, ils veulent réellement faire bouger les choses. Alors, que ces moyens suffiront, nous verrons. Dans les photos qui illustrent votre ouvrage, et qui sont soit des photos qui vous représentent en compagnie d'un certain nombre de chefs d'État, soit avec votre équipe, lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, sur cette photo précisément du ministère de l'Intérieur, on voit au tout dernier rang un monsieur dont l'image nous paraît quand même familière, c'est tout simplement Nicolas Sarkozy, si je l'ai bien reconnu, il était à votre cabinet. Donc, oui, en 86. Oui. Voilà, il était chargé de quoi? En 86-87. J'avais chargé de contrôler les plans particuliers d'intervention, c'est-à-dire les risques concernant les centrales nucléaires. Il s'y était beaucoup intéressé, et il avait fait ça avec beaucoup de sérieux, il n'y a pas de problème. Bien, donc il a commencé sous de bons auspices et par la suite il a connu la carrière que nous connaissons. Alors il y a un point sur lequel j'aimerais vous interroger, puisque avant d'en venir à l'histoire même qui est le sujet de votre livre, il y a quelques points d'actualité qu'il faudrait éclaircir. Est-ce que vous aviez le sentiment que Jacques Chirac souhaitait se représenter avant qu'il soit avéré qu'il ne le pouvait plus? Et est-ce qu'il n'a pas commis une erreur de son point de vue en nommant M. de Villepin et non pas M. Sarkozy comme Premier ministre? Oh, vous savez, il est toujours facile d'épiloguer et puis d'analyser les erreurs éventuelles. Moi, j'ai cru pendant très longtemps que Jacques Chirac se représenterait. Je l'ai cru. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé Nicolas Sarkozy? Je l'ignore. En réalité, il s'en méfiait un peu. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy devait lui rappeler quelqu'un. Je veux dire qu'il est activiste, il est boulimique de travail, il devait lui rappeler un peu ce qu'il était lui-même au début de sa carrière gouvernementale, etc. Bon. Je crois qu'ils ne se sont pas entendus, c'est un peu dommage, parce que les choses auraient pu se passer différemment. Et il a finalement choisi Dominique de Villepin. Dominique de Villepin n'a pas été servi par les événements. Il aurait pu aussi faire une autre carrière. Enfin, l'histoire est ce qu'elle est. Alors, vous êtes, j'imagine, toujours aussi attentif aux problèmes de sécurité. Évidemment, nous vivons en ce moment avec les attentats manqués, ou à demi réussis de Londres, un nouvel épisode, semble-t-il. Et cette fois-ci, d'après les informations qui filtrent, il semblerait que ceux qui ont commis ces attentats, ou qui auraient commis ces attentats, ne sont pas en réalité des Britanniques, en tout cas des sujets britanniques nouvellement installés, mais des étrangers. Parce que pendant longtemps, on avait dit ce sont des citoyens britanniques qui avaient fait les précédents attentats. Est-ce que c'est une nouveauté? Comment faut-il l'interpréter selon vous? Oh, je ne crois pas qu'on puisse tirer de conclusion de tout cela. Ce matin, j'étais interviewé par la BBC, et qui fait une série de reportages
concernant les actions terroristes importantes qui ont eu lieu dans le passé, pour expliquer un peu justement aux Britanniques les tenants et les aboutissants des différents mouvements terroristes. D'abord, il ne faut pas se hâter de porter un jugement. Il faut attendre de voir ce qu'il y a de réel. L'enquête le prouvera, l'enquête le démontrera. Le problème, c'est que il ne s'agit pas d'un terrorisme qui serait inspiré par de mauvaises conditions de vie ou des problèmes économiques. On n'en est plus là depuis longtemps. Il s'agit d'actions qui sont inspirées par la religion. Ce qui rend les choses beaucoup plus graves et beaucoup plus difficiles. Je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'une minorité, pour une minorité de musulmans, le combat qui est engagé, c'est un combat contre l'Occident et pour le triomphe des valeurs de l'intégrisme musulman. Je ne dis pas de la religion musulmane, je dis de l'intégrisme musulman et l'application de la charia. C'est ce qui fait que cette action est condamnée à l'intérieur d'un grand nombre de pays musulmans. Mais à partir du moment où les gens qui envisagent de se livrer à ce type d'action terroriste sont animés par des convictions religieuses, c'est beaucoup plus difficile à déceler et à cerner. Il faut donc une surveillance permanente des milieux les plus intégristes, mais malgré ce, on peut aussi se trouver en présence de gens, il semble bien que c'était le cas, qui n'étaient pas connus. Ils ne fréquentaient pas d'une manière assidue les mosquées, etc. Et ils n'avaient à aucun moment donné le sentiment d'être des fanatiques religieux. Ce qui veut dire que, ou bien ce sont vraiment des gens qui ont été recrutés et qui ont accepté d'être totalement immergés dans la société britannique en attendant un signal pour faire une action, ou il s'agit peut-être, à l'inverse, comment dirais-je, de militants isolés, d'un petit groupe, qui se réclament de cette philosophie, disons en gros c'est celle d'Al-Qaïda, bon, mais qui n'ont pas forcément de lien avec quelque organisation que ce soit. Ce qui à ce moment-là rend les choses plus difficiles à déceler et à contrecarrer. Alors, précisément, en France, et on y viendra dans un instant, vous avez connu une période particulièrement difficile en 1986. Aujourd'hui, nous assistons au regroupement programmé de la DST et des renseignements généraux, avec la promotion méritée, je crois, de M. Mancini, que vous connaissez bien, Ange Mancini. Squarcini. Pardon. Squarcini, excusez-moi, pardon. C'est un Corse. On va me dire que je mélange les Corses. Non, pas du tout. Non. Monsieur Squarcini, excusez-moi. Vous connaissez les deux d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, Monsieur Squarcini va se trouver à la tête de ce service, sans doute, même c'est certain, je crois. Et donc, est-ce que vous êtes d'abord dans le principe favorable au regroupement de ces services? Est-ce que vous pensez que les résultats sont à la hauteur des espérances? Ce n'est pas un problème de regroupement de services. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai qu'une partie du travail des renseignements généraux, déjà de mon temps, j'avais allégé tout ça, qui concernait à informer le gouvernement sur l'évolution de la situation économique, sociale et politique dans tous les départements. Pratiquement, ça ne présente plus beaucoup d'intérêt. C'est vrai également qu'on a besoin de davantage de monde pour surveiller les milieux islamistes et les banlieues. Bon, ça c'était le rôle des RG, c'était pas celui de la DST. La DST, elle était vouée à la détection des milieux terroristes et à l'action contre les milieux terroristes. Les autres, c'est le renseignement en amont, et eux, c'est l'action. Voilà. Alors qu'on regroupe les deux services, pourquoi pas, il n'y a pas d'inconvénient à le faire. Est-ce que ça augmentera l'efficacité? S'il y a un seul, à partir du moment où il y a un seul patron, c'est mieux.
On a l'habitude de dire qu'à la limite, un mauvais général vaut mieux que deux bons. Alors là, il se trouve que le général est bon, alors ça doit être encore meilleur comme résultat. Eh bien, espérons que les choses se passeront bien comme ça, car on en a grand besoin, étant donné que la menace n'a jamais diminué. Oui, mais la surveillance des milieux intégristes, islamistes, c'est une action permanente, et nous avons des gens qui font ça très bien. Et nous prenons un certain nombre de mesures préventives. Je veux dire par là que lorsque nous savons qu'un imam dans une banlieue ou ailleurs, ou dans une grande ville, se livre à des prêches particulièrement hostiles à la société, à la civilisation ou appelle à la violence, nous n'hésitons pas, si c'est un étranger, à l'expulser. Alors, dernière question d'actualité. Est-ce que vous avez été surpris que Nicolas Sarkozy soit élu président de la République, non pas au dernier moment, puisque les sondages l'indiquaient tous, mais lorsqu'il a commencé sa course, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu président de l'UMP, est-ce que vous auriez parié sur lui? Non, je n'ai pas été surpris pour une raison simple. J'ai toujours pensé que la présidence de la République était à notre portée. Ça a fait l'objet d'un débat permanent avec Chirac. Alors, il y avait le choix entre deux stratégies. Une qui était incarnée par Édouard Balladur qui disait la partie se gagne au centre, et moi qui passais mon temps à dire la partie se gagne à droite. Et c'est bien parce que Sarkozy a décidé de reprendre à son compte cette analyse, qui a consisté à rassembler les forces de droite et en définitive à vider le Front National d'une bonne partie de sa substance, qu'il a fait 31%, alors que Chirac n'a jamais fait 20%. Il est arrivé au maximum à 20% au premier tour. Sarkozy a fait 31% et a été en position de l'emporter au deuxième tour. Donc je n'ai pas été surpris. J'ai toujours pensé qu'il y avait une majorité de droite et qu'il suffisait pour l'emporter de prendre les mesures nécessaires pour le rassembler. Donc je n'ai pas été surpris. Alors vous avez défendu cette thèse. Il faut ajouter à ça, naturellement, les qualités propres du candidat, qui sont importantes. Le dynamisme, le charisme, sans lesquels on ne peut rien faire. Est-ce qu'il ne s'expose pas un peu trop? Parce que finalement, il est sur tous les fronts et un président de la République, certes, doit prendre des initiatives et doit diriger le pays, mais est-ce que, quand les choses deviennent difficiles, il ne risque pas de ne plus avoir de fusibles, disent certains, ou de protection, disent d'autres? Oui, mais je crois que ceux qui disent cela n'ont pas tiré les leçons du passage du septennat au quinquennat. À la minute même où, sur l'instance, sur les instances de Jospin d'une part, de Giscard d'Estaing d'autre part, Jacques Chirac a décidé de proposer le quinquennat, il est bien évident que nous changions de système présidentiel. Le quinquennat raccourcit considérablement la durée de l'action du président de la République. Ça passe pas seulement de 7 ans à 5 ans. Ça veut dire qu'en réalité, le président de la République ne dispose en tout et pour tout pour conduire l'action qu'il juge indispensable que de 3 ans. Il est élu, il faut 1 an pour mettre les choses en route, il a 3 ans pour les conduire, la 4e année, il est en campagne électorale. Alors, ça veut dire, par conséquent, que nous sommes vraiment dans un régime présidentiel où le président assume non seulement la totalité du pouvoir, mais l'exercice du pouvoir, l'exercice permanent du pouvoir. J'ajouterais que comme de toute façon cela correspond au tempérament de Nicolas Sarkozy, les deux choses se complètent ou s'additionnent. Alors revenons en 1974, puisque c'est le début de votre relation des faits. 1974, une année très difficile pour les gaullistes, puisqu'ils perdent à la fois Georges Pompidou et donc la présidence de la République. Dès cette époque, votre analyse, finalement, et celle de Chirac ont commencé à diverger, même si, au fond, vous étiez... Non, elles n'ont pas divergé. Nos analyses n'ont pas divergé. Je veux dire par là que, plus exactement, en 1974, le mouvement gaulliste a perdu les élections présidentielles. Il a perdu les élections présidentielles parce qu'en réalité, nous n'avons pas choisi le bon candidat. Le bon candidat eût été Pierre Messmer. Le problème, c'est que Pierre Messmer n'avait pas d'ambition personnelle, qu'il aurait accepté d'y aller si tout le monde était d'accord. Mais à partir du moment où Chaban Delmas voulait absolument être candidat, Pierre Messmer ne voyait pas de compagnon de la libération s'opposer
Un voulait absolument y aller, il n'avait pas de chance. L'autre avait toutes les chances. Et il n'y serait allé que si tout le monde avait été d'accord. Le problème, c'est que si Pierre Mezmer avait été candidat, Giscard ne l'aurait pas été. Et moi, j'étais convaincu qu'à partir du moment où Chaban serait candidat, ça voudrait dire que Giscard le serait. Et si Giscard était candidat, j'étais persuadé que nous perdrions, au premier tour, nous perdrions toute chance d'emporter les élections présidentielles. Alors c'est ce qui s'est passé effectivement, et vous avez entamé ce que certains pourraient appeler une traversée du désert. En réalité, elle était très animée, ça a été une période de combat. Vous avez entrepris, bien entendu, de redresser un parti politique gaulliste. Pendant la période où Jacques Chirac a été Premier ministre, bon, évidemment les choses ont été un peu différentes parce qu'il était tenu à une certaine solidarité, et puis à partir du moment où il a démissionné, chose rare quand même, parce que le Premier ministre qui démissionne, ça n'est pas fréquent, là, carrément, la course à la présidentielle de 81 était ouverte. Et les choses auraient pu se passer tout à fait différemment. Même si nous avons à quelques-uns, Pierre Juillet, Marie-France Garot, moi-même, plus Alexandre Sanguinetti, Tomasini et quelques autres, nous avons, en ce qui me concerne, j'étais persuadé que le fait d'avoir perdu les élections présidentielles ne signifiait pas que le mongoliste était mort. Beaucoup le pensaient. Et moi je dis, il suffit de souffler sur les braises. Et la question s'est posée. D'autant que Giscard avait fait un grand numéro de séduction à Jacques Chirac, que Jacques Chirac était assez séduit par la personnalité de Giscard, et que finalement, il n'y avait pas, comment dirais-je, il n'était pas inscrit dans les astres qu'ils allaient s'opposer. Alors pourquoi se sont-ils opposés? C'est ça qui est intéressant. Et comment est-ce arrivé? Tout simplement parce que Giscard, élu président de la République, avait le choix entre deux démarches. La première, il consistait à dissoudre l'Assemblée nationale, pour essayer d'avoir sa propre majorité. La seconde lui consistait à s'appuyer sur le mouvement gaulliste, puisque le groupe RPR était le groupe UDR, le plus important. Le plus important à l'Assemblée nationale. Or, il n'a fait ni l'un, ni l'autre. Je veux dire par là qu'il n'a pas dissous, et dans le même temps, au lieu de, il a bien nommé un Premier ministre issu de ce courant, mais dans le même temps, il ne lui a laissé aucune latitude pour la composition du gouvernement, qui a été faite par lui, avec Poniatowski, et dans le même temps, il a laissé ses proches lieutenants attaquer le mouvement gaulliste. Il l'attaquait en permanence. Et il a empêché le Premier ministre de travailler. Jusqu'au jour où Chirac en a eu assez, et il a dit « je ne suis qu'une marionnette, je n'ai pas d'intention de rester plus longtemps », et où nous-mêmes, nous lui avons dit il faut partir, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Mais les choses, donc, je le répète, auraient pu se passer tout à fait différemment. À partir du moment où il est parti, d'abord, la démission de Jacques Chirac nous a un peu échappé des mains. Je veux dire par là que nous étions d'accord pour qu'il démissionne. Et d'ailleurs, il avait remis à Giscard le texte de la déclaration qu'il allait faire. Giscard avait trouvé ça très bien. Il lui avait simplement demandé de retarder de 15 jours sa démission, parce qu'il allait partir chasser en Afrique. Bon, très bien. Et quand il est revenu, donc, Jacques Chirac l'a revu, et ils se sont mis d'accord sur la date de sa démission. Mais ce que personne n'avait pressenti, c'était la réaction dans l'opinion publique que cette annonce provoquerait. Oui, et donc? Or, effectivement, le ton sur lequel cette annonce a été faite, le masque un peu tragique de Jacques Chirac, ont fait un effet considérable dans l'opinion publique. Et c'est à partir de là que les choses se sont engagées. Alors, vous dites dans le livre que finalement, Giscard n'a toujours pas compris n'avait pas compris à l'époque sa défaite et qu'il semble ne l'avoir toujours pas comprise. Non, je crois qu'il n'a toujours pas compris. C'est quand même un petit peu inquiétant. Ben, vous savez, quand on est battu, c'est très difficile de reconnaître qu'on a été battu par les erreurs qu'on a pu commettre. C'est plus confortable de penser qu'on a été battu par la traîtrise des uns ou la méchanceté des autres, etc. Je crois que le problème est d'une autre nature. Je crois que Valéry Giscard d'Estaing est un homme extrêmement intelligent.
a été président de la République trop tôt, trop jeune, et que ça l'a amené à faire un certain nombre d'erreurs que probablement il n'aurait pas commises plus tard. Et il a été le chantre du libéralisme avancé que vous stigmatisez dans votre livre et que vous aviez stigmatisé pendant cette période. Bien sûr, parce que je ne crois pas que ça correspondait à ce que souhaitaient les Français. D'ailleurs, libéralisme, le mot est vite dit, parce qu'en réalité, dans les milieux libéraux dont je fais partie, personne n'a jamais pensé que M. Giscard d'Estaing faisait preuve d'un libéralisme effréné. Non, non, ce n'était pas le cas. Moi, ça fait partie des mots. Voilà. Alors, je vais rappeler bien sûr le titre de votre ouvrage, qui nous sert de fil conducteur à cet entretien. Charles Pasqua, ce que je sais, premier tome de ses mémoires, qui paraît aux éditions du Seuil. Le sous-titre est aussi important que le titre. Les Atrides. Les Atrides, oui. Effectivement, pour ceux qui connaissent l'histoire et l'histoire ancienne, cela vaut mieux qu'un long discours et qu'un dessin. Donc nous avons marqué une très brève pause technique et puis nous reprenons immédiatement après notre entretien avec Charles Pasqua. À tout de suite. Mademoiselle, Monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, qui a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Charles Pasqua, ancien ministre, sénateur des Hauts-de-Seine, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et qui est l'auteur d'un ouvrage vraiment passionnant et que je vous recommande vivement si vous aimez l'histoire et l'histoire contemporaine, Charles Pasqua, Ce que je sais. Le sous-titre, comme le signalait le ministre tout à l'heure, c'est Les Atrides, et ça en dit long, aux éditions du Seuil. Alors, nous entrons, Charles Pasqua, dans la période de M. Mitterrand, 1981. Il est élu avec, je dirais, une participation active et une participation passive d'un certain nombre de gaullistes. Vous-même, vous êtes abstenu, je crois, dites-vous dans le livre. Oui, moi, je ne me voyais pas en train de voter pour Giscard, mais je ne me voyais pas non plus en train de voter pour Mitterrand. Donc, M. Mitterrand est élu et il entame un long parcours, puisqu'il va faire 2 septennats. Et vous avez avec lui des relations que certains ont caricaturées et qui finalement, à travers le livre, à travers ce qu'on peut savoir, s'avèrent beaucoup plus cordiales, pour autant qu'on puisse parler de cordialité dans ce genre de rapport, mais en tout cas beaucoup moins conflictuelles et moins violentes qu'on aurait pu le penser, et jusqu'à cette remarque, alors bien connue, mais dont vous révélez les circonstances, ce terrible Monsieur Pasqua. Ah oui. Racontez-nous l'anecdote. Oui, j'étais président du groupe RPR du Sénat depuis 2 ou 3 ans, et lorsque François Mitterrand a décidé d'élever à la dignité de Grande Croix un ancien résistant, qui était en même temps ancien sénateur, appelé Jean-Louis Vigier, qui était un ami d'Alain Poher, le président du Sénat. Et comme il avait été président du groupe, il avait été membre du groupe RPR, le président de la République, l'Élysée, avait envoyé une invitation au président, c'est-à-dire à moi-même. Et la plupart de mes amis m'avaient dit, bon, il ne faut pas y aller. Le principal argument étant que c'était Mitterrand et que par conséquent, il ne fallait pas y aller. J'ai dit, ça c'est un peu juste comme argument. Bon, pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, Mitterrand est le grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. C'est comme ça. Bon. C'est pas nous qui avons voté pour lui, qui l'avons fait mettre là, mais fait il y est. Et sur ces entrefaites, j'ai appris qu'Alain Poher assisterait à cette remise de décoration. Alain Poher m'a demandé si j'irais, j'ai dit au moment où vous y allez, j'irai. Je l'ai donc accompagné, et nous sommes allés à cette remise de décoration. Comme il le faisait souvent, François Mitterrand décorait plusieurs personnes à la fois, 4 ou 5 personnes, enfin pas en même temps, mais il y avait plusieurs groupes, et il décorait successivement chaque récipiendaire. Il a donc décoré un certain nombre de gens, puis il a décoré Jean-Louis Vigier, il a terminé son allocution, il a commencé à serrer des mains, et moi je me suis approché du buffet parce que j'avais soif, et j'ai demandé un Perrier au garçon. Et à ce moment-là, quelqu'un me tend le Perrier, et c'était le président de la République. Alors j'ai dit, écoutez, je suis un peu... Enfin, il me dit, c'est normal, je suis content de vous voir, etc. Et là-dessus, nous avons échangé quelques mots. Il a tenu à me rappeler les conditions dans lesquelles le réseau auquel appartenait mon père et mon père l'avait connu en juin 1944, par l'intermédiaire d'un ami commun. Et donc ça ouvrait des relations un peu différentes, parce que entre tous ceux qui ont participé à cette époque, il y a certaines, comment dirais-je,
certain sentiment de confraternité. Voilà. Et donc, je discute avec le président de la République, on était tous les deux, et un cercle respectueux s'était formé, les gens se tenaient un peu éloignés, en voyant que nous parlions. Et le président Poher, progressivement, se rapprochait. Et le président de la République, c'est là que le président de la République a interpellé M. Poher en lui disant « Ah, vous demandez ce que peuvent bien se dire, ce terrible M. Pasqua, parce que c'était le titre d'un ouvrage qui m'avait été consacré. » Et le président de la République, et là-dessus, il a enchaîné, etc. À partir de là, et le soir, il y a eu un dîner qui était organisé par une petite amicale qui regroupe d'anciens compagnons de la Libération, etc., dans lesquels il y a moitié de gens de gauche et moitié de gens de droite. Et quand je suis arrivé, M. Poher avait déjà dit à tout le monde que j'étais ami avec le président de la République, et que d'ailleurs on se tutoyait, ce qui n'était pas vrai. Bon, je suis donc arrivé là, j'ai trouvé un climat un peu spécial, un peu bizarre, tout le monde me regardant d'un drôle d'air, certains avec un peu plus de sympathie que d'habitude, et d'autres un peu étonnés en disant tiens, on ne savait pas que Pasqua connaissait bien Mitterrand, d'autant que j'avais combattu le président de la République avec une certaine force, voilà, et que j'allais continuer. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Alors, votre livre révèle également l'extrême sérieux dans lequel s'est élaboré le programme socialiste pour 1981, les 110 propositions, puisque c'est, semble-t-il, un programme très vite rédigé, et monsieur Charras, avec qui vous entretenez de bonnes relations, je crois. Oui, j'ai de bonnes relations avec lui, d'abord parce qu'il est corse par sa mère, qui crée des liens. Il crée des liens. Et deuxièmement, parce que j'ai de la sympathie pour lui, c'est un parlementaire chevronné, c'est un habile technicien des finances publiques, des finances de l'État, et d'autre part, c'est quelqu'un qui n'est pas sectaire. Donc j'ai toujours eu de très bonnes relations avec lui. Et celui qui m'a raconté cet épisode, parce qu'en réalité, il y avait eu la rupture du programme commun. Or, Mitterrand savait très bien que s'il voulait avoir une chance d'être élu, il fallait qu'il ait un programme qui soit orienté assez à gauche. Or, le Parti socialiste, en réalité, n'avait pas de programme. Et c'est comme ça que François Mitterrand a demandé à Michel Charras, est-ce que vous pouvez me faire la liste d'un certain nombre de propositions qui pourraient inspirer mon programme? Et donc Charras a dit oui, il avait seulement 24 heures pour le faire. Donc il a récupéré l'ancien programme commun, le programme du Parti communiste et puis certains travaux du Parti socialiste. Et il a comme cela jeté sur le papier, je crois, quelques centaines d'idées, quelques centaines de propositions, qu'il a remis à François Mitterrand, lequel a chargé Bérégovoy d'établir un programme. Et c'est comme ça que nous sommes trouvés confrontés à un programme qui était d'inspiration marxiste. Parce qu'en réalité, il était largement inspiré par les propositions du Parti communiste, qui n'avait plus de raison d'être. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvé entraîné dans un programme où il y avait un maximum de nationalisation, etc. C'était les 110 propositions. Oui, ce qui a amené la France à une situation assez difficile sur le plan économique en l'espace de 2 ans. Alors, 81, M. Mitterrand est élu, très vite l'échec apparaît, la droite, sous la direction de Jacques Chirac, et sous votre direction au Sénat, car vous avez fait du Sénat un îlot de résistance, vous avez fait un bastion. Un bastion entreprend de préparer la suite, c'est-à-dire de préparer l'alternance. Alors, nous approchons de 1986, date des élections législatives, et un grand débat s'ouvre en 1983, je crois. C'est Édouard Balladur qui le lance. Faut-il cohabiter? Alors vous étiez contre. Peu de gens étaient contre. Il y avait vous, il y avait Raymond Barre, 2-3 personnes. Pierre Messmer également. Alors, bien entendu, vous avez été minoritaire. Enfin, en tout cas, bien entendu, par rapport aux événements. Mais au fond, et vous le dites dans le livre, ça a été la grande erreur. C'est peut-être de là que vient toute une série de désillusions. Oui, c'est évident. Mais de toute façon, lorsque Édouard Balladur a lancé ce débat sur une coopération, une collaboration possible entre un président de gauche et une majorité de droite, il ne l'a pas fait de son propre chef.
je pense qu'il l'a fait, à tout le moins, avec l'accord de Jacques Chirac. Et d'ailleurs, nous avons appris depuis que Édouard Balladur était allé assez loin dans les garanties qu'il se proposait de donner au président de la République, en disant que ce ne sera pas un conflit permanent, on respectera vos prérogatives, le domaine réservé, tel qu'il était conçu du temps du général de Gaulle, et que Mitterrand avait repris à son compte, parce qu'il était contre le coup d'État permanent quand c'est pas lui qui était au pouvoir, mais une fois qu'il y a été, il a trouvé que les institutions étaient tout à fait convenables. Donc, il a donné un maximum de garanties à François Mitterrand, et c'est comme cela que s'est engagée la cohabitation. Voilà. Et alors, cette cohabitation se déroule très vite sur un mode conflictuel, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a les premières ordonnances qui sortent, et puis voilà qu'à l'été, M. Mitterrand dit qu'il ne signera pas les ordonnances. C'était évident. Je l'explique dans mon livre, dans le premier chapitre, même l'avant-propos, je raconte la première réunion du premier Conseil des ministres. Glacial. Oui, mais il fallait être aveugle pour ne pas comprendre que François Mitterrand, qui était un redoutable joueur d'échecs, considérait qu'il avait perdu une partie, mais pas qu'il avait perdu le match, mais pas qu'il avait perdu la partie. Et à la minute même où il présidait ce Conseil des ministres, il n'avait aucune considération pour ceux qui y participaient. Il n'a pas voulu de photos. Pardon de vous interrompre, c'est pour l'illustration de votre qualité d'ancien ministre de l'Intérieur. Vous en fait donner un concert. Oui, mais il y a un peu trop d'usage d'avertisseurs. Un petit peu, oui. Il y a un peu trop d'usage d'avertisseurs dans Paris. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur actuel pour lui dire. Alors, une excellente initiative. Donc, M. Mitterrand, sans surprise, pour ceux qui connaissaient bien le personnage et qui connaissaient bien la stratégie qu'il allait adopter, décide de ne pas signer. Alors là, vous êtes un peu à contre-emploi à ce moment-là, parce qu'il y a certains qui disent, dont Jacques Chirac apparemment, bon, il faut démissionner, etc. Et vous dites non, parce que, pour deux raisons. Premièrement, de quoi aurons-nous l'air, et deuxièmement, il y a quand même le système électoral. Oui, moi j'avais été chargé de la réforme de la loi électorale et du rétablissement du scrutin majoritaire. Nous avons bien vu que le scrutin proportionnel nous avait empêché d'avoir une majorité large. Nous avions eu une majorité étroite, nous avions failli d'ailleurs ne pas l'avoir. Et moi j'étais lancé donc dans ce travail, et qui n'arriverait à son terme qu'à l'automne. Et je considérais que si nous partions, et surtout qu'il ne faut pas oublier que Chirac avait déjà démissionné une fois du gouvernement. Oui. Ça risquait de le rendre un peu ridicule. Si vous partez, il faut avoir des motifs très très forts, très sérieux. Bon, si vous partez en disant le président n'a pas voulu signer les ordonnances, Mitterrand vous répondra qu'il vous avait prévenu qu'il ne signerait que les ordonnances qui constitueraient un progrès social et pas les autres. Bon, ça sera difficilement compris par l'opinion, parce que Mitterrand s'était déjà refait une santé au cours de ces quelques mois de cohabitation. Et puis d'autre part, nous irions au scrutin législatif avec la proportionnelle. Et là, nous étions à peu près sûrs de perdre. Donc je leur ai dit, moi je fais toute réserve, je crois que ce n'est pas le moment. Attendons d'avoir établi le scrutin majoritaire, nous aurons d'autres occasions si nous voulons partir. Alors précisément, le scrutin nous majoritaire le ferons à ce moment-là. Et le découpage surtout des circonscriptions date de cette époque, et depuis il n'a pas été modifié. Alors bien sûr la France a évolué, le peuplement a changé, et le Conseil constitutionnel demande qu'il y ait une révision, mais en attendant, votre système, que certains avaient beaucoup critiqué à l'époque, a duré 20 ans sans qu'il y ait eu de protestation majeure. Oui, mais qu'il s'agisse des gouvernements de gauche ou des gouvernements de droite, personne n'a essayé de modifier ce découpage. Or, la loi que j'avais fait voter en faisait obligation, puisqu'il était dit dans la loi que ce découpage serait soumis à un nouvel examen à l'occasion de chaque recensement. Or, il y a eu 2 recensements depuis, et personne ne s'est avisé d'y toucher. Il n'était donc pas si mauvais que ça. Bon. Mais j'ai bien entendu ce qu'a dit François Fillon. Il a annoncé un nouvel examen et un redécoupage. Sans surprise d'ailleurs, puisque effectivement c'est prévu et c'est normal. C'est logique, on aurait déjà dû le faire. Mais je leur souhaite bien du plaisir. Oui, parce que
Il y a bien du plaisir. Beaucoup d'intérêts. Chaque circonscription représente, par définition. Ce n'est pas très facile. Non. Alors, il y a une autre réforme que vous avez faite et sur laquelle on peut quand même s'interroger. Elle était nécessaire, bien sûr. C'est la réforme du financement politique. Aujourd'hui, on peut se demander si, à travers la clarté qui a été rétablie et quand même un certain nombre de mécanismes qui ont été codifiés, on n'est pas arrivé non plus à quelque chose qu'il faudrait peut-être modifier, car maintenant, l'argent public est réservé systématiquement ou presque aux formations politiques en place. Oui, ça n'est pas un très bon système. Je crois que nous avons atteint là les limites de l'absurde. Nous avons voulu réformer pour qu'il y ait davantage de clarté, de transparence, et qu'en définitive, quel était le reproche qui était fait à l'époque? Le reproche, le grand débat portait sur le fait de savoir si, comme aux États-Unis, on accepterait que l'argent d'entreprise ou l'argent de privé subventionne les partis politiques ou pas. Et dans un grand élan, parce que c'est pas seulement la loi que j'ai fait voter, il y en a eu deux autres après, qui ont complètement modifié le système encore. Parce que moi, je n'avais pas vu le financement par les entreprises en en limitant les montants. Alors, et effectivement, malheureusement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système, il faut le revoir. Il a atteint ses limites, effectivement. Ouais, c'est certain. D'ailleurs, le financement aux États-Unis a au moins cet avantage, c'est qu'il est parfaitement public. En tout cas, les candidats se vantent d'avoir telle et telle somme. Oui, mais dès lors que vous avez la publicité, dès lors que vous assurez la publicité des fonds qui sont remis à tel ou tel parti, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, nous vivons dans un monde hypocrite. J'ai été parlementaire européen pendant 5 ans. Au Parlement européen, il y a des milliers de personnes qui représentent les intérêts des grandes compagnies, notamment des grandes compagnies anglo-saxonnes. C'est ce qu'on appelle le lobbying. Vous savez quelle est la traduction française du mot lobbying? C'est trafic d'influence. Alors il ne faut pas s'étonner des résultats. Je veux dire que nos entreprises sont dans une situation de handicap. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc tout ça devrait être revu, c'est clair. Alors, 86, évidemment, et là nous arrivons à des événements très douloureux, c'est une période d'attentats en France, vous êtes en charge de la sécurité, mission particulièrement redoutable. Finalement, on va évidemment laisser les téléspectateurs et les lecteurs de votre livre découvrir toutes les étapes de ce combat, mais le grand apport qui a été le vôtre, c'est tout de même de parvenir à délimiter les origines de ce terrorisme. Et alors c'est là que je voudrais vous poser une question qui a des répercussions actuelles. Bon, vous avez réussi à découvrir que c'était l'Iran qui était derrière ce terrorisme. Ah mais ça, nous y sommes arrivés au bout de... Mais ça a été très difficile. Nous y sommes arrivés, il nous a bien fallu 1 an. Oui, mais enfin, vous êtes arrivés. Oui, mais ce que je regrette, c'est que nos prédécesseurs, qui étaient arrivés à la même conclusion, ne nous avaient laissé aucun élément. Donc nous avons perdu 1 an. Donc ils n'ont pas agi de façon républicaine ni nationale. Pour remonter les fils, ça a été long. Alors précisément, une des leçons de cette période, ça a été que le terrorisme est le plus souvent animé, manipulé par des États. Et on a eu pas mal d'occasions de le découvrir. Actuellement, il semblerait que les choses aient un peu évolué. Qu'en pensez-vous? Parce que Al-Qaïda, finalement, il est difficile de voir quel État précis est derrière ce terrorisme. Il n'y a pas. D'abord, on a déjà eu l'occasion de le dire, Al-Qaïda est une nébuleuse, il y a un cœur, certainement, un certain nombre, des myriades d'associations, de petites associations d'islamistes, de musulmans fondamentalistes, qui sont décidés à utiliser la violence sans réclame, mais on ne peut pas parler d'une organisation pyramidale, structurée, etc. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'État derrière tout cela. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Ce n'est pas un État, mais c'est une religion. C'est cela qui rend les choses plus graves et plus difficiles. Parce que ça veut dire que nous avons affaire à des gens qui sont animés par une foi, certes, détournée de son véritable but, etc. Mais ce sont des gens qui ne reculent devant rien, ni devant le martyr, on le voit, et d'autre part, ils sont difficiles à déceler dans la mesure où il s'agit de petits groupes
qui se constituent pour éventuellement faire une action ponctuelle, et puis qui après se perdront dans la nature. Les Britanniques ont eu de la chance de pouvoir les isoler, hein. Enfin la chance, puis pas seulement la chance. Et un peu de savoir-faire aussi. Aussi le savoir-faire. Alors, précisément, c'est pas facile. Dans cet ouvrage, vous rendez un hommage à Jean-Charles Marchiani, qui effectivement a pris tous les risques, il faut le dire. Oui, bien sûr. Et vous dites également, ça vous concerne vous aussi à un certain degré, qu'un certain nombre de personnes avaient juré de se venger de vous d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est probable. Et donc, il est probable, dites-vous, que les ennuis judiciaires de M. Marchiani ont en partie une source à cette époque. C'est évident. Vous lui gardez votre confiance? Ah oui, absolument. Marchiani a fait beaucoup, il a risqué sa vie, avec quelques personnes qui lui ont permis de conduire l'action qu'il a conduite, qui lui ont apporté à la fois leur soutien physique, en prenant des risques sérieux, et aussi des moyens matériels. Alors, les accusations que l'on peut porter contre Marchiani, par ailleurs, je ne suis pas en mesure de porter un jugement là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que Marchiani a risqué sa vie avec d'autres, et que s'il avait été dans un autre pays que le nôtre, il aurait reçu les plus hautes décorations qui existent. Chez nous, on l'a mis en examen, c'est aussi une forme de décoration. C'est arrivé à d'autres personnalités importantes qui ont servi la République, mais enfin bon, il faut espérer que l'histoire saura ensuite démêler le vrai du faux et le bien du mal. Alors, nous arrivons en 1988, c'est là que se termine effectivement votre ouvrage, le premier tome de ses mémoires. 1988, c'est donc le deuxième échec de Jacques Chirac. Et là, vous vous trouvez quand même dans une situation radicalement nouvelle, parce que Chirac arrive avec un score qui est loin d'être négligeable, ça n'est jamais négligeable un deuxième tour. Même Madame Royal a quand même fait 47%. Et lui, il avait fait 46%, bon, ça n'était pas si loin. Mais que va devenir le mouvement gaulliste à ce moment-là? Alors, lui, sa proposition, c'est de nommer Édouard Balladur et vous comme adjoint. Ça provoque chez vous un immense éclat de rire? C'est-à-dire que Jacques Chirac m'a demandé d'aller le voir au lendemain de cet échec. Le deuxième tour était le dimanche, il m'a demandé d'aller déjeuner avec lui le lundi. Alors moi j'étais fou de rage, je dois le dire, devant cet échec, parce qu'on aurait pu l'éviter. J'étais persuadé qu'on aurait pu gagner en ayant une autre stratégie, en conduisant une autre campagne. Et j'avais notamment regretté que Jacques Chirac se prête à la mise en scène qui avait été imaginée, à savoir, fini les meetings, etc., quelques grands témoins sur une estrade, et Chirac sur une petite chaise en face, répondant à leurs questions, parce qu'ils étaient censés représenter la France profonde. C'était de la télévision, en fait. Oui, c'était de la télévision, dans tout ce qu'il y a de plus mauvais. Je veux dire par là qu'on avait réussi à enlever à Jacques Chirac ses qualités essentielles, qui sont le charisme, le contact humain, etc., et on en faisait un parfait technocrate qui débitait un discours à des gens qui n'en pouvaient pas, devant une assistance médusée, parce que l'assistance était venue pour soutenir Chirac, et pas pour entendre ce type d'exposé. Je trouvais ça lamentable. Enfin, c'est comme ça. Ça, joint à l'erreur de stratégie que j'indiquais tout à l'heure, nous a conduit à l'échec. Alors je me suis dit, tiens, puisque Chirac m'appelle, c'est pour tirer les leçons de l'échec. J'arrive, et la première des choses qu'ils me disent, c'est, finalement, j'ai décidé de ne pas reprendre la présidence du mouvement. Et je dis, ça c'est très bien. Parce qu'effectivement, il ne faut pas retomber uniquement au niveau de la direction du mouvement. Il me dit, alors j'ai une idée, on va mettre Balladur comme président, puis Mesmer et toi comme vice-président, puis toi tu feras marcher le mouvement. Je dis, mais c'est totalement impossible. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, mais parce qu'Édouard a toutes les qualités du monde, sauf celles pour conduire un parti politique comme le nôtre. Nous sommes au mouvement bonapartiste, on a besoin de chefs qui entraînent, il lui manque ces qualités. Il m'a dit, est-ce que ça t'ennuierait de le lui dire? J'ai dit, non, pas du tout. Donc il lui a demandé de venir au café, et je le lui ai dit. Alors, Édouard, finalement, n'a pas pris ça trop mal. Mais je crois que, à partir de ce moment-là, je me suis dit, vraiment, nous sommes engagés sur une moisse pente. Alors, précisément, au cours, je ne sais pas si c'était au cours de cette réunion ou avant, il vous dit, Chirac, au fond, c'est toi qui devrais y aller à la présidence.
Oui, c'est plutôt Balladur qui dit ça, parce que quand je dis à Édouard, vous n'avez pas les qualités pour ça, ça n'est pas péjoratif, vous en avez d'autres, mais vous n'avez pas le charisme, etc. Alors Balladur dit à Jacques Chirac, mais dans le fond, il n'y a qu'à mettre Charles, parce que les militaires l'adorent, ils font ça très bien, etc. Oui, mais moi je n'avais pas ce type d'ambition. Et je ne voulais pas que l'on croie que tout ce que j'avais fait, je l'avais fait pour être président du pouvoir. C'était pas ma tasse de thé. Moi, mon candidat, c'était Chirac, c'était pas moi. Et d'autre part, j'étais décidé à faire ce que je pouvais pour redresser les choses. Et je pensais que, d'autre part, j'avais une image à l'époque trop à droite, et je considérais que je n'étais pas l'homme idoine pour ça. Donc peut-être j'ai eu tort. Alors, c'est précisément le même problème qu'avec Pierre Messmer. Pierre Messmer m'a dit un jour, je lui ai posé la question, comme je vous la pose à vous, pourquoi n'avez-vous pas été candidat? Il a eu ce mot extraordinaire, je ne me croyais pas capable. Alors, en ce qui vous concerne, je pense que vous étiez capable. Oui, mais vous savez... Et lui aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, mais moi j'ai regretté que Pierre Messmer ne soit pas candidat, parce que s'il avait été candidat, les autres ne l'auraient pas été, il aurait été élu. Et je me rappelle, je le dis dans mon livre d'ailleurs, que j'avais reçu un coup de téléphone de deux amis socialistes qui étaient membres du Parlement et qui m'avaient dit, vous avez de la chance, Messmer va être candidat, il sera élu. Bon, j'ai dit, on me dit qu'il ne passe pas très bien à la télévision. Et la personne m'avait répondu, je crois que c'est une mauvaise analyse, il ressemble à ce qu'il est. Il a une tête d'honnête homme. Et je crois que c'était vrai. Bon. Alors, mais il n'avait pas d'ambition, Pierre Messmer. Il n'avait pas d'ambition personnelle. Et vous non plus. Mais moi, je n'avais pas cette ambition. Je n'avais pas cette ambition pour moi. Moi, ce que je souhaitais, c'est qu'il y ait un mouvement fort et qu'on soit capable de susciter un candidat qui gagne. Mais je n'avais pas cette ambition pour moi. Je ne l'ai jamais eu. Alors, pour le deuxième tome de vos mémoires, bien entendu, si vous l'acceptez, nous serons très heureux de vous recevoir. Et je vous interrogerai peut-être à ce moment-là sur un des points qui mérite un très long développement et qui figure déjà dans cet ouvrage, mais qui méritera surtout d'être éclairé par la suite des événements, c'est celui que vous indiquez et qui stipule, qui explique qu'au fond il y a deux événements graves que la majorité de l'époque et que l'ensemble de la classe politique n'a pas vu, graves et importants et parfois heureux, la chute du mur de Berlin et la fin du communisme et la constitution du grand marché européen. Alors ça, ce sont des sujets très vastes. Si vous le voulez bien, nous les aborderons dans notre prochain entretien avec la parution du deuxième tome des mémoires de Charles Pasqua. Le premier, le voici, Charles Pasqua, Ce que je sais, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil, son sous-titre Les Atrides, et il couvre la période 1974-1988. Charles Pasqua, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. À bientôt et vive la France.